Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut? Et c'était pas des journées joyeuses, et c'était pas fait pour aller mieux. Toi t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. Nous sommes là pour vous proposer cet après-midi, vous remercier de votre présence. Alors, on est aujourd'hui à la Locomotive à Nantes, dans la maison de quartier, pour un événement qu'on a intitulé Santé mentale, les jeunes s'adressent à vous. En fait, cet événement est le dernier événement de plusieurs rencontres qui se sont déroulées dans le cadre d'un projet Erasmus, financé par l'Europe, un projet jeunes citoyens sans mobilité, mais qui a pour objectif que des jeunes puissent s'exprimer devant des élus. Aujourd'hui, c'est moi votre guide pour cette déambulation artistique. Donc, nous vous invitons à partir à la découverte des méandres de la santé mentale. Aujourd'hui, on va avoir une cinquantaine de personnes qui vont venir débattre avec eux pour justement échanger sur leur ressenti sur la santé mentale et quelles sont les actions concrètes qu'on peut faire pour l'améliorer. On va essayer de remonter son avis. L'association Qui Tout Double a été créée en 2021, c'est une jeune association. Elle a été fondée par Justine, Nathalie et Stéphanie qui s'étaient rencontrées dans un programme pro-famille, un programme d'éducation thérapeutique dirigé par le CHU de Nantes. Elles s'étaient rencontrées dans ce programme parce qu'elles avaient comme point commun d'avoir une personne de leur famille atteinte de schizophrénie. Et quand elles ont terminé ce programme, elles se sont dit que la plupart des troubles psychiques apparaissaient entre 15 et 25 ans et que rien n'était fait pour sensibiliser les jeunes, qu'ils puissent s'attendre à ce que ça leur arrive ou arrive à leurs proches. Aussi, elles ont décidé de créer un kit pédagogique. Elles se sont rapprochées du CHU et une équipe médicale les a aidées à créer 6 séances. Actuellement, ce kit est terminé et nous commençons à le déployer dans des collèges et des lycées. Nous avons rencontré des jeunes de la Chicotière, qui est donc un hôpital de jour où les jeunes sont en réhabilitation. Et nous avons commencé à tisser des liens avec ces jeunes que l'on a retrouvés au pôle étudiant pour le ciné-débat. Nous avons ensuite cherché des jeunes en service civique, des jeunes ambassadeurs en santé mentale. Et les jeunes eux-mêmes ont créé ce réseau. On a réussi à créer une petite équipe d'une douzaine de jeunes qui ont été encadrés par Fanny Mougel. Et on arrive aujourd'hui donc à l'expression artistique de ce que les jeunes ont construit eux-mêmes par rapport à leurs constats et leurs idées. Ce que l'on attend de cette journée, c'est que les jeunes, l'exprimant devant des professionnels de santé, des professionnels d'éducation, des élus locaux, puissent échanger avec ces personnes et que cela fasse naître des actions concrètes. En gros, depuis la crise sanitaire, je pense que voilà, ce mot revient souvent, et depuis ce moment, on peut dire en France qu'on a un problème en santé mentale, qu'on a des difficultés. On sait, je crois que toute la population aujourd'hui, quand on dit santé mentale, voit à peu près de quoi on parle. Et ça, je trouve que c'est vraiment une avancée. Alors je dis d'abord le côté positif, parce qu'on voit bien, évidemment, dans tout ce que vous avez pu soulever dans les différents ateliers, qu'il n'y a pas que des éléments positifs. Le bon petit soldat. On m'a appris que l'école était un champ de bataille, que pour réussir, il fallait être un soldat. Un soldat fort, un soldat inébranlable, un soldat sans faille. Alors j'ai forgé mon armure. Chaque bonne note, une plaque de métal en plus, chaque compliment, une couche d'acier supplémentaire. Chaque réussite, un bouclier contre l'échec. Et plus elle brillait, plus on l'admirait. On disait de moi que j'étais un bon petit soldat. On voyait l'armure, mais pas ce qu'il y avait en dessous. Car une armure, ça protège, mais ça enferme. Ça compresse, ça isole. Et sous le poids du métal, mes épaules ont commencé à plier. Mais personne ne l'a vu. Parce que l'acier brillait encore, parce que je souriais encore, parce que tant que l'armure tient debout, on ne la questionne pas. Mesdames, messieurs les élus, regardez-nous. Regardez cette jeunesse que vous prétendez représenter. Elle n'est pas en colère. Elle est épuisée. Aujourd'hui, en France, la jeunesse va mal. Les tentatives de suicide explosent. Il manque des psys, des lieux, des mains tendues, des regards qui ne jugent pas quand on est perdu. Et vous comptez les lits, les sous, les délais, pendant qu'on s'abrutit à tenir comme on peut, sans relais.
La jeunesse brûle, et une partie d'entre nous n'arrivera jamais à votre foutu monde d'adultes. Et pendant ce temps-là, vous parlez croissance, compétitivité, budget. Mais quel budget pour les morts invisibles? Quelle croissance pour ceux qui ne passent pas l'hiver? Vous avez abandonné la jeunesse. Et une société qui abandonne sa jeunesse est une société qui se suicide. Alors regardez-nous, écoutez-nous. On ne crie pas pour faire du bruit, mais parce qu'on n'en peut plus. Agissez, avant qu'on devienne les fantômes d'un monde qui n'aura pas su prendre soin de nous une seule seconde. Regardez-nous, sans détourner les yeux. On n'est pas des chiffres, on est des feux. Alors entendez-nous avant qu'on crie plus fort. On crie contre ce système pour tous ceux qui en sont morts. Je vous invite à me suivre. L'arbre déraciné. Au-delà de l'horizon, il y a la mer Méditerranée, avec son doux climat. Enfant, je suis parti vers une autre destinée. Par avion, j'ai rejoint l'autre bout de la Méditerranée. Albert Camus dirait de moi que je suis un étranger. Moi, je dirais plutôt que je suis un arbre déraciné. Méditerranée veut dire au milieu des terres. Moi, je dirais plutôt au milieu des hommes et des femmes. Certains virent en cette femme la promesse d'une vie meilleure. Certains y perdirent dans cette immensité bleue leur vie et transformèrent cette jolie dame en une redoutable faucheuse. En haut de cette immensité, il y a un ciel azur qui nous regarde de là-haut. Moi, comme un explorateur ou un conquistador, j'y ai vu un mirage. Alors, ce diagnostic, t'as trouvé? Honnêtement, je ne sais même plus pourquoi je suis là. Mais plutôt que de trouver le bon diagnostic, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille. Une petite fille qui marchait le long du chemin et qui un jour, trébuchant, tombe dans un trou. Un peu perdue, elle regarde autour d'elle et entend une voix, là, en bas. Elle baisse le regard et tombe nez à nez avec une petite chenille qui rayonne de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bonjour, tu m'as l'air perdue. Est-ce que tu vas bien? Je peux t'aider si tu cherches la sortie. Il te suffit de me poser sur ton épaule et on cherchera le chemin ensemble. Qu'en penses-tu? La petite fille ne réfléchit que peu de temps à cette alléchante proposition. Ni une ni deux, elle pose la petite chenille sur son épaule et se met en route à travers les arbres. Soudain, le grondement du tonnerre se fait entendre au loin. L'orage arrive. Bonjour, vous avez certainement reconnu Painted Black des Rolling Stones. Vous êtes bien sur Radio KOD, Radio qui tout double pour l'émission Pépite au casque. Nous recevons tout de suite Marion. Alors Marion, pour 200 points, est-ce que tu sais à combien s'élève aujourd'hui le temps d'attente en CMP? Eh bien, en CMP, on est autour d'un an et demi. Et c'est une excellente réponse Marion, t'as bossé le dossier, je vois ça. Je veux dire que 2025, la situation n'a pas changé? Non, la situation n'a pas changé, enfin, elle est très actuelle sur les 1 an et demi, et pour les enfants adolescents, donc plutôt pour les mineurs, les délais sont plus importants encore. Écoute, moi j'ai envie de te faire écouter quelque chose qui nous vient d'un psychiatre, alors c'est en Rhône-Alpes, on est ici au Vinatier, je te fais tout de suite écouter l'extrait. Qu'est-ce qui prime alors du coup aujourd'hui? Alors, je vais être franc, je crois que c'est l'économie. Ce qui va être privilégié, c'est de soigner beaucoup de gens. Et ça, c'est une tendance extrêmement lourde. Actuellement, le Vinatier ferme des lits avec le projet tout à fait officiel de confier ces patients, les confier à des foyers d'accueil médicalisés, à des maisons d'accueil spécialisées, enfin toute la gamme des structures médico-sociales. On voit bien que les hospitalisations se raccourcissent, qu'il y a quand même, je crois en tout cas que ça met les soignants dans des positions où c'est comme si on devait soigner avec un protocole une personne qui a des souffrances psychiques, chose qui est tout à fait impossible. Et tout est diminué au niveau du temps, et ce qui ne peut pas correspondre au travail qu'on peut faire dans l'accompagnement des souffrances psychiques. Donc, ça amène effectivement des couacs au niveau des structures, au niveau de qui on accueille, de comment on fait le relais, de tout un tas de choses, en tout cas sur le terrain, qui est vraiment révélateur de tout ça.
Des modèles de prise en charge plus respectueux sont de plus plutôt accessibles et relativement peu chers à mettre en place. On peut citer notamment le Safe Words Model, basé sur des techniques de désescalation de conflits et de communication non violente patient-soignant. Elle a été mise en place dans certains hôpitaux en Angleterre. Ils y ont constaté une baisse de 26,4% des isolements. En France, et tout près de chez nous en plus, on peut citer l'effort local de l'hôpital de la Roche-sur-Yon qui a implémenté des salles de décompression calmantes au niveau sensoriel, silencieuses, dans la pénombre, aménagées de manière confortable, mais aussi avec des punching balls pour pouvoir se défouler. C'est une excellente alternative à la contention et l'isolement. Juste permettre des sas de décompression parfois dont les patients en ont besoin. Mais pourquoi être nostalgique d'une clinique psychiatrique où j'ai été stagiaire le temps d'un été ? Peut-être parce que ce n'est pas un endroit comme les autres, que c'est un espace de soins différent des autres institutions psychiatriques dites classiques. Ici, nous parlons de psychothérapie institutionnelle. Là-bas, pas de blouse blanche. On ne dit pas patient, mais pensionnaire. On ne dit pas soignant, mais moniteur. Dans chaque personne, il y a un potentiel soignant. On parle de valorisation de l'autonomie, d'espaces de rencontre, de réunions ouvertes à toutes et tous, d'ateliers thérapeutiques, de remise en question permanente de sa pratique, de théorisation concrète des concepts, d'écoute, de partage, de présence et d'accueil. Là-bas, il n'y a pas d'enfermement. Un lieu de vie et de soins où l'on essaie d'être avec, d'être ensemble pour aider à une meilleure prise en charge. Pour que quelqu'un puisse dire quelque chose, il faut des conditions d'ambiance. Et la Borde, ce n'est pas le seul lieu comme ça en France. Alors j'aimerais citer François Tosquelles, qui a fait le constat que pour soigner les malades, il fallait autant soigner les institutions. Puis je finirai par une citation de Jean Houry. La psychothérapie institutionnelle, c'est un ensemble de méthodes destinées à résister à tout ce qui est concentrationnaire. On ne peut absolument rien faire dans un hôpital si on ne modifie pas quelque chose. Non pas dans le matériau brut de l'architecture ou des activités, mais dans la conscience des gens qui y travaillent. La maison de mes rêves. Je rêve d'une maison avec une immense véranda, si lumineuse que la psychiatrie cessera de briller par son absence. Je distingue à travers ses grandes baies vitrées sa pelouse verdoyante, la rendant plus attractive, moins évitée, moins reniée, mais choisie avec passion par les soignants. Je vois soudainement plus de psychiatres, plus d'infirmiers, plus d'aides-soignants et plus de paramédicales se presser pour venir tremper leurs pieds au bord de la piscine, cachée au fin fond du jardin fleuri, améliorant ainsi les conditions de travail et le suivi des patients. Je rêve d'une maison ayant pour fondation une recherche active et progressiste. Elle est trop souvent délaissée en France par manque de moyens, de cerveau, de volonté. Je n'en sais trop rien. Ce que je sais par contre, c'est qu'on en a cruellement besoin. Dois-je rappeler que la psychiatrie est une discipline récente, qu'il n'y a pas si longtemps on pratiquait la lobotomie, qu'il n'y a pas si longtemps on enfermait des personnes dans des asiles, même si on continue à le faire aujourd'hui dans les chambres d'isolement, à tort ou à raison, là n'est pas la question. Même combat pour les traitements, dont la consommation explose pour les jeunes. Ils sont parfois nécessaires, parfois juste l'expression d'une impuissance. Cela coûte cher aux patients, certains rendus amorphes, dévorés par des effets secondaires, mangés par la molécule censée leur faire du bien. Alors oui, je veux pour fondation, pour pilier de cette maison, une recherche affamée, acharnée, sur des protocoles non médicamenteux efficients, efficaces, et sur de nouvelles substances, avec moins d'effets indésirables. Je rêve aussi d'une maison dont on fait de l'information et de la prévention, ses murs, ses remparts, ses fortifications. Mais ce qui me ferait pleurer, ce serait de voir psychiatre et patient, non, juste deux personnes, jouer ensemble au baby-foot.